Bonjour tout le monde. Donc c'est au tour de Mano Mano pour la présentation. Donc nous aussi on a fait un peu, on a réutilisé une présentation qu'on a faite et qu'on a adaptée pour aujourd'hui. Donc qui a eu lieu lors d'un event Kong qui s'appelait Scaling Platform Services Using Microservices, Service Mesh and Kubernetes. Donc le titre pour nous c'est d'une approche microservice naïve à l'adoption complète du modèle d'API Gateway dans le cloud avec un mesh hybride. Alors c'est un peu compliqué comme titre, on se demande un peu ce que ça va être. Pour les Français, on va résumer en putain Kong. C'est plus simple, ça va direct au but et on va vous faire une belle présentation de tout ce qu'on a fait autour de Kong comme API Gateway. Donc d'abord, qui on est? Donc forcément, on fait partie de la tech team de Mano Mano. Donc juste un petit peu de pub pour Mano Mano sur ceux qui auraient réussi à pas entendre une seule fois le jingle. Donc on est le leader européen du bricolage de la maison et du jardinage. Donc c'est 3600 marchands maintenant, pardon. 10 millions de références. Donc il y a de la plancha, du parasol, de la perceuse, de la vis. Vous pouvez y aller. La scale-up aujourd'hui, on va dire, on est toujours en plein scale-up. Donc on est 700 personnes. On est sur 6 marchés, France, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne et UK. Et on a des bureaux à Paris, Bordeaux et Barcelone. Donc, je suis Aurélien Lajoie, je suis le Head of Core Engineering and Infrastructure chez Mano Mano. Et avec moi aujourd'hui, nous aurons Bastien. Bastien fait partie de la Core Team au sein de mes équipes. Donc, le menu pour aujourd'hui. Donc, on va commencer par du DDD. Donc, on a déjà entendu ce mot aujourd'hui. Donc, Domain Driven Design. On va vous expliquer comment on est passé du monolithe, techniquement des monolithes, parce qu'en général, on en fait plusieurs, à l'API First. Donc API First, la philosophie, comment on l'a implémenté et l'adoption de nos équipes. Et on finira par un petit aperçu de l'architecture, donc tout le modèle réseau, comment on utilise Kong, donc avec quelques diagrammes, et comment on a étendu Kong pour nos besoins. Donc le fameux DDD, Domain Driven Design. Donc j'insiste, c'est important, on a fait du monolithe aux API, on n'a surtout pas fait du monolithe aux microservices. Il ne faut jamais faire ça, parce que si on essaie juste de découper un monolithe, on va faire du carpaccio de microservices qui ne servent à rien, et on aura raté le cœur du problème des monolithes et des microservices. Donc le DDD, le plus simple, c'est un bon vieux RTFM. Donc il y a le fameux bouquin bleu là, le Domain Driven Design d'Eric Evans. Donc je vous le recommande pour endormir les gens. Il est assez âpre, assez compliqué à lire. Même l'auteur le reconnaît, il aurait peut-être pas fait comme ça s'il savait que ça avait autant de succès. Donc moi je vous conseille plutôt le rouge, donc le Implementing DDD de Von Vernon. Et il a été préfacé par Eric Evans, donc vraiment la continuité du DDD d'Eric. Donc concrètement, l'API First, on peut résumer ça sur ranger votre chambre. Souvent dans les monolithes, c'est un peu le bordel. On a essayé d'isoler, on a essayé de faire de la hexagonale, de l'oignon, on fait un plein d'architecture, mais c'est des petits raccourcis et il y a un peu de bordel partout à la fin. Donc, si on prend l'approche DDD, les fameux bounding context, c'est le premier truc à identifier. Donc concrètement, ce qu'on vous conseille de faire, ou ce qu'on essaie de faire nous chez Mano Mano en tout cas, c'est d'analyser les domaines pour bien les comprendre. Donc, c'est de définir ces fameux bounding context, définir les entités, les agrégats et les différents services. À partir de ça, vous pouvez commencer à définir vos API. Et enfin, vous identifiez les microservices que vous allez créer. Si vous tentez l'approche dans l'autre sens, vous allez faire des microservices qui vont faire des API avec peut-être des entités, mais il y a une grande chance que vous fassiez de tomber sur une entité multidomaine. Donc par exemple les customers là, sur l'image, et donc vous allez échouer sur le DDD, puisque là où il y aura eu un peu de contamination d'un domaine sur l'autre, vous n'arriverez pas à l'identifier. Donc c'est vraiment important, commencer par ranger la chambre, et donc prendre un crayon avant de prendre le clavier. Donc on peut résumer ça aussi par focussez-vous vraiment sur les frontières et les interfaces. Évitez le facile, évitez le cœur des domaines. Le cœur des domaines, vous pouvez le laisser en vrac là, un peu comme sur la photo. En général, c'est évident, ce qui est vraiment le cœur métier. C'est tellement loin des autres qu'il n'y a pas de débat. En général, on n'a pas réussi à le contaminer, enfin, sauf si on a fait vraiment du code cracra. Et donc, concentrez-vous vraiment sur les prises, donc ces fameuses API. Donc, par exemple, je vous ai mis le schéma que j'ai pris sur un de nos schémas encore plus gros sur les frontières entre domaines qu'on a chez Mano Mano.
Donc vous voyez, du classique, hein, du catalogue, du prix, de l'inventaire, rien de bien compliqué. Donc après, la démarche API First. Donc la philosophie des API chez ManoMano. Donc un point très important pour nous, c'est on n'a pas à connaître la topologie des microservices en tant que client. En tant qu'un client, ben, vous appelez une API. Quel microservice la sert? Est-ce que vos trois API c'est le même microservice, ces trois microservices, c'est une lambda, c'est un bon vieux monolithe? En tant que client, vous vous en foutez. Ce qui vous intéresse, c'est il y a une API, elle vous répond, vous attendez d'elle. Ici, on s'est aperçu que le concept d'API est très générique. Et donc, nous avons défini quelques guidelines pour expliquer c'est quoi une API chez ManoMano. Donc, par exemple, du très classique, de la sécu. Parce qu'il y avait une petite stratégie château fort quand je suis arrivé chez ManoMano, où tout le monde se trustait une fois qu'on était rentré. Donc là, ça c'est fini. C'est chaque API doit être sécurisé avec de l'auth 2, du assez classique. Donc chez nous, c'est avec des JWT, quelques rôles. D'autres exemples, par exemple, toutes les datetime, toutes les propriétés datetime, elles doivent être préfixées par un at. Donc created at, updated at, ce genre de choses. Donc on a fait une guideline des API qu'on a essayé de diffuser pour que toutes les API se ressemblent et qu'on n'ait pas plusieurs façons de faire de l'API chez ManoMano. Et la doc, bordel. Souvent, ce qui se passe, il n'y a pas la doc. Cosme, il a dit que c'était assez important chez Cdiscount, cette partie cartographie. On a vu la documentation avant chez Blablacar. Donc, chez ManoMano aussi, chez nous, c'est clé. Et on a deux approches sur la documentation, suivant où on en est dans le développement. Donc, une API en production, chez nous, elle doit être en style documentation. C'est-à-dire, on préfère avoir une documentation précise qu'un bon cahier des charges. Donc, on veut savoir ce que l'API va sortir et ce qu'elle prend en entrée. Qu'elle était censée faire quand on a voulu la faire, on l'oublie. Nous, c'est vraiment ce qui va nous intéresser, c'est quoi qui est en prod. Si je l'appelle, qu'est-ce qu'elle me fait? Donc forcément, ce qu'on veut, c'est que cette documentation soit générée par les annotations directement dans le code. Pas un document maintenu à la main, qui est jamais à jour, qui est obsolète, ainsi de suite. La contrepartie, c'est que le contrat peut changer sans préavis. Alors, nous, on essaie d'éviter. Il n'y a pas de breaking change sur les API où on va bumper les versions, mais il n'y a pas des comités pour dire je vais changer mon API, je vais vous mettre au courant. Non, c'est une fois qu'elle est en prod, elle est en prod. Après, on a les API en développement. Donc là, on est parti sur le type spécification. Donc le but, c'est d'avoir un cahier des charges partagé pour permettre à toutes les équipes qui vont être clientes de ces API de pouvoir commencer les développements alors qu'elle n'est pas encore en production. Donc là, on va avoir un cahier des charges, mais pas forcément une documentation précise. Le nom des champs vont peut-être changer. Il va peut-être y avoir quelques modifications. On n'est pas en production, donc c'est pas gênant. Le but, c'est de libérer les développements et il faudra faire des petits ajustements au fur et à mesure. Donc, les spécifications sont écrites à la main. La contrepartie, c'est que la documentation, elle peut être obsolète par rapport à ce qui va être mis en prod. Donc ce document, ce qu'on recommande, nous, c'est à la fin, une fois que c'est en prod, on le jette. Il n'existe plus. Et aussi, forcément, pour arriver à ça, on a créé un Manodex. Donc ça ressemble un peu à la cartographie dont parlait Cosme. Donc chez nous, par exemple, si on va sur le Manodex et qu'on va sur la partie API, on va voir, c'est rangé par gear, par domaine, par équipe et par type. Donc on va avoir toutes nos API type OpenAPI qui vont être documentées et toutes les API type event aussi qu'on documente. Donc par exemple, vous avez les API des tests AB et les anciennes API qu'on a rendues obsolètes, donc avant qu'on ait notre approche API. Donc vous pouvez voir, par exemple, il manque la version. Maintenant, dans la guideline, c'est obligé d'avoir la version. Et je vous ai mis aussi des exemples d'events asynchrones qu'on a mis dans cette documentation. Donc pour nous, c'est clé d'avoir une documentation centrale pour qu'un développeur il puisse trouver facilement tout ça sans avoir à faire le tour du monde pour comprendre comment appeler un service. Donc, je vais passer maintenant la main à ceux qui ont fait, parce que moi je suis surtout là pour faire faire. Donc on va regarder l'API first et le cas chez ManoMano, présenté maintenant par Bastien. Bonjour à tous, ça me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc, pour commencer, je vous propose de faire un bond finalement 1 an et demi en arrière avec le projet d'APIisation qui a été lancé chez ManoMano. À l'époque, le site de la marketplace, c'était un gros projet Symfony, un monolithe qui était servi par du Twig avec un petit peu de JavaScript.
Donc, l'APIisation avait pour but de casser ce monolithe en domaines et puis après de définir, d'aller jusqu'à la définition des API, comme Aurélien a pu l'expliquer, juste avant. Heu, c'est bien sûr poser la question: comment exposer ces API pour, les clients, dans le réseau public, mais également pour les clients dans le réseau privé? Et donc c'est là qu'on a, impliqué un pattern qui est très connu, celui de l'API Gateway. Hem, je vais passer très rapidement sur ce pattern que la majorité d'entre vous doivent connaître. Pour résumer, heu, une API Gateway, c'est une application que l'on va mettre entre le front-end et le back-end, qui va être l'entrée unique de notre réseau, back-end. En fait, l'API Gateway va agir comme un reverse proxy, pour les requêtes, entrantes. C'est l'API Gateway qui va aller interroger les microservices pour récupérer la donnée dont le front a besoin et leur servir sous un format qui lui est approprié. Ce qui est intéressant, c'est que, finalement, la manière dont la gateway va interroger les applications de votre back-end n'a aucun impact sur le front. Pour le front, c'est totalement transparent. Ce qui est important, c'est qu'une API Gateway ne doit pas avoir de logique métier, mais elle peut tout à fait faire du formatage de la donnée, de l'agrégation, sans problème. Heu, Ce pattern a plusieurs avantages. Le premier, c'est que votre back est totalement décorrélé du front. Dit autrement, tout ce qui se situe dans votre back-end, sa complexité, comment est ordonnée la donnée, tout ça, c'est pas du tout le problème du front qui, lui, appelle un endpoint exposé par la donnée avec un contrat bien précis qui, lui, n'évoluera pas dans le temps. Hem, L'autre avantage, c'est que, vous pouvez exposer les API avec des contrats qui vont être vraiment proches du besoin du client. Donc ce qui fait que encore une fois, vous êtes au plus proche du besoin du client. Au niveau des inconvénients, le plus important, c'est que la gateway est un SPOF, Single Point of Failure. Si votre gateway tombe pour une quelconque raison, bon, bah, vos API ne sont plus accessibles et votre front se retrouve un peu bête. Heu, Puisque vous ajoutez une application devant vos applications back-end, le temps de réponse, va légèrement augmenter puisqu'on rajoute une couche. Et enfin, puisque la cette application a un coût, que ça soit de développement, de maintenance et donc on va ajouter de la complexité, au réseau. Hem, donc, je vous disais notre problématique, c'était comment exposer les API que l'on avait définies, à travers après notre découpage. Comment exposer ces API au réseau public et au réseau privé grâce à un processus et à des outils que l'on allait fournir aux développeurs. On avait 3 contraintes, pour cette problématique. La première, c'était d'utiliser une technologie d'API gateway que l'on avait, choisie, qui est Kong. Je vais revenir dessus juste après. Mais aussi, il fallait que cet outil et le process que l'on mettait en place soit facile. Il fallait que les développeurs puissent le prendre en main rapidement, pas les freiner dans leurs besoins, produits, en fait, pour qu'ils puissent continuer à se concentrer sur les API, qui est vraiment l'important, et pas sur l'exposition. Et la dernière contrainte, c'était, que les développeurs puissent travailler en toute autonomie. Par autonomie, j'entends en fait 2 facettes. La première, c'est que les équipes n'aient pas besoin d'un responsable infra pour déployer, qu'ils puissent faire ça vraiment dans leur flow, quotidien, mais aussi que, il n'y ait pas de gêne entre chaque équipe pour l'exposition de leurs API, qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Je vous ai parlé de Kong. Avant de continuer, je vais, expliquer très rapidement, ce que c'est cette technologie. Donc je vous propose pour ça de faire, un petit schéma. Donc supposons que l'on veuille exposer des API ou un microservice complet. Dans Kong, on a un objet, qui s'appelle un service. Un service, c'est une entité Kong qui possède un identifiant et qui porte la référence vers ce microservice ou vers cette API que vous voulez exposer. C'est ce service qui va servir à Kong pour interroger avec les API qu'il manage. Ce service, on peut lui définir ce qu'on appelle des routes. Les routes, c'est un ensemble de règles qu'une requête doit, satisfaire pour pouvoir être redirigée vers une API que Kong manage. Donc par exemple, si je prends la route 1 ici, vous pouvez voir qu'on peut définir des chemins, des headers, des méthodes, des hosts. Et que lorsqu'une requête, par exemple sur l'exemple 2 où je définis une méthode get avec le host example.com
et un certain chemin. Lorsqu'une requête arrive sur Kong, Kong va faire défiler toutes les routes qui lui sera définies, dans un ordre qui est, bien connu et bien établi. Et lorsqu'il tombe sur une route pardon, qui match avec ma requête, incidente, il s'arrête, il regarde le service qui correspond et il transmet la requête. Kong basiquement, c'est ça. Alors, on peut aussi ajouter, des plugins. Donc vous pouvez ajouter des plugins, par exemple, pour gérer les cores, pour gérer du rate limiting. Et Kong expose aussi une API qui permet de créer cette configuration qu'il sauvegarde dans une base de données interne. Donc pour revenir à notre objectif, ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé un parcours de dev pour avoir une adoption rapide de notre process. Donc, ce parcours de dev était structuré en 4 étapes. La première, c'était de fournir en local un environnement de test, puis un outil pour créer la configuration facilement, qu'on allait pouvoir ensuite, déployer grâce à notre CI/CD. Alors la première étape, la partie en local. Donc, hem, l'idée, c'était d'amener Kong aux développeurs dans leur environnement local. Créer un terrain de jeu finalement, où les développeurs pouvaient créer leurs objets, mapper des services, découvrir les plugins en toute sérénité et vraiment pour apprendre à utiliser l'outil. Donc pour ça, on avait 3 composantes. La première, c'était un Kong qui était défini via un réseau Docker, avec sa base de données. On avait, fourni aux développeurs, des commandes bash qui permettaient de créer le conteneur, de le supprimer et cetera de manière très simple. Un second conteneur qui portait l'interface Conga. Conga, c'est une interface qui permet de visualiser, la configuration qu'on a déployée dans Kong, les routes, les services. Heu, Pensais que ça serait plus facile aux développeurs, pour apprendre, un peu en pouvant visualiser simplement ce qu'ils déployaient. Et le dernier, mais pas le moins important évidemment, c'est la documentation. Une documentation très précise où l'on définissait des parcours très détaillés pour expliquer pas à pas aux développeurs comment créer leur configuration et comment la déployer dans leur Kong. Donc grâce à ces 3 étapes, on est arrivé à avoir une adoption rapide de l'outil pour passer, pour que les développeurs le prennent en main. Hem, Seconde étape, la configuration. Kong, heu rend disponible en open source une librairie qui permet de faire la configuration déclarative. L'idée, c'est que cet outil qui s'appelle Deck expose principalement 2 commandes. Une première qui, à partir d'un fichier YAML dans lequel j'ai décrit ma configuration, cette commande permet de synchroniser ma base de données et donc créer ma configuration dans Kong. Et réciproquement, je peux dumper à partir d'une configuration existante dans une base de données, je peux la dumper dans un fichier YAML. Et donc c'est cette, librairie qu'on a décidé d'utiliser pour, gérer notre configuration. L'étape d'après, une fois qu'on a cette configuration, c'est de ne pas, la laisser dans un énorme repo, qui serait un monolithe de configuration, mais c'est plutôt, de l'éclater dans chacun des services que l'on avait créés dans Kong. Donc dans chacune des applications, dans chacune des dossiers d'application de ces services, par environnement et partie de déposition, on avait créé un fichier YAML dans lequel on décrivait les routes qu'exposait, Kong pour ce service. Donc vous pouvez voir que, par exemple, pour, un MS qu'on a appelé exemple ici, en staging, on avait un fichier pour public.yaml avec main.point exposé publiquement et la même chose pour le privé. L'idée, c'était vraiment de distribuer la configuration au sein des applications. Donc, heu, de la même façon qu'on avait des guidelines pour les API, on avait aussi des guidelines pour notre configuration. Avant de passer à la CI/CD, on avait, une règle qui pour nous était vraiment le point fondamental de notre approche, c'était que, heu, bon, bien sûr, c'était on a c'est on allait lancer ces commandes deck à travers notre CI/CD pour chaque application, mais on voulait surtout pas, pouvoir, modifier ou toucher à des routes qui n'étaient pas exposées des routes qui n'étaient pas exposées pour notre application. Donc vraiment encapsuler, le notre, notre, notre s notre déploiement d'API au sein de notre microservice. Donc pour ça, Deck fournit un outil qui est très intéressant que sont les tags.
En fait, lorsque vous exécutez vos commandes deck, vous pouvez filtrer ces commandes via cet outil que sont les tags. Donc, ce que l'on a fait, on a défini pour chaque repo un identifiant unique à partir de, heu, de l'identifiant du projet et on l'a appliqué à tous les objets exposés par Kong de cette application. Donc vous pouvez voir ici, par exemple, pour le MS example, où on a bien 2 tags manage by deck CI/CD et 66 msexample.manmano.com. Ainsi, heu, lors de la CI/CD, le premier script lors de la phase d'intégration était de vérifier que le tag non seulement existait, mais était bien, défini, c'est-à-dire qu'il correspondait bien à notre application et de là, l'enchaînement des commandes deck. La première pour valider que, mon YAML a une bonne structure, qui respecte bien la structure demandée par deck validate et vous voyez qu'on filtre bien par le tag et après, pour le déploiement, simplement, le deck sync, là encore, qui filtre sur les tags. Hem et donc comme ça, on est bien arrivé à fournir tout un processus qui permet aux développeurs de déployer en toute sérénité et absolument autonome, en étant autonome sans aller modifier les API, déployées par les collègues. Heu, pour conclure, je voudrais partager avec vous, 2 chiffres qui nous semblent importants. Le 1er, c'est le pourcentage des microservices que l'on a mis, derrière Kong en à peu près 1 année et demie. Donc 50, on doit être un petit peu plus aujourd'hui, je n'ai pas les derniers chiffres. Sachant que tous les microservices n'ont pas vocation à être mis, derrière Kong, on est relativement content, il reste encore un effort à fournir et 84, c'est un chiffre que l'on a obtenu en réalisant une enquête de satisfaction auprès des développeurs. On leur a posé tout un tas de questions sur, comment s'était passée la migration, est-ce qu'ils avaient utilisé la documentation et il se trouve que pour 84 des développeurs, la migration s'est soit bien passée, soit très bien passée. Donc on est quand même assez content de ce chiffre et ça prouve qu'on a, selon nous, le process qu'on a mis en place est un succès. Merci. Continuer maintenant en faisant un petit aperçu de toute l'architecture. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous recommande d'écouter Isaac, donc ce sera en anglais, qui donne plus de détails que moi, puisqu'il maîtrise beaucoup mieux que moi tout ce qui va être le mesh. Mais du coup, on voulait présenter rapidement comment on utilise Kong. Donc nous, on a 3 principaux types de trafic sur nos API. Donc on va avoir le trafic public, donc celui qui est vraiment exposé à l'extérieur. Si vous regardez comment marche le site, vous trouverez les API renforcées. Après, on a le trafic interne, donc c'est les domaines entre eux qui vont se parler. Et on a débattu longtemps pour savoir si on faisait du trafic intra ou pas, intra-domaine, passer ou pas par une API gateway. Donc on a gardé le service intra-domaine, c'est en gros les API qui sont souvent en cours de développement ou qui permettent de lier deux microservices qui vont communiquer qu'entre eux. Et donc Kong nous permet facilement de faire tout ça. Donc on a un fichier public, un fichier interne et on peut exposer les routes qu'on veut. Une des grandes fonctionnalités que nous on apprécie beaucoup de Kong, c'est que c'est facile à étendre. Un truc un peu pénible, c'est que c'est en Lua, mais au moins c'est assez robuste. Donc on a beaucoup bossé sur utiliser Kong et rajouter des features pour matcher notre domaine de routage. Et donc on a construit beaucoup de plugins personnalisés pour faire par exemple de la route par cookie. Donc on a un site pro, un site particulier. Donc c'est Kong qui va router vers le bon endroit. On est en train de migrer notre site web. Donc pareil, c'est Kong qui migre, qui route de l'ancien au nouveau via des tests AB, via des feature flags, ainsi de suite. On a aussi développé nos propres plugins de rate limiting. Et donc forcément, pour faire tout ça, on a dû mettre en place un environnement de dev en local avec toute la test suite. Après, un truc très classique, hein, on push vers la repo, ça construit l'artefact et ça va déployer l'artefact pour qu'après on puisse déployer avec. Et d'ici 1 ou 2 semaines, vous retrouverez nos articles Medium sur comment on a fait pour avoir une expérience de dev sur les plugins Kong avec une grosse approche TDD. Donc oui, on peut faire du TDD sur une gateway API, c'est pas si compliqué. Donc par exemple, on utilise Kong comme un proxy pour Amazon S3. Donc le gros bénéfice pour nous, c'est qu'on a sorti toute la logique du CDN. Le gros avantage, c'est quand le CDN tombe, on a toujours les règles de routage. Donc on a eu
la fâcheuse, la mauvaise expérience d'avoir perdu notre CDN qui comportait toutes les règles de routage S3. Et donc on était vraiment en galère puisqu'on ne savait pas router le trafic pour aller vers le bon bucket. Le gros avantage de Kong comparé à une API Gateway d'un cloud provider, c'est que c'est pas cher parce que c'est gratuit en version communautaire. Et aussi, par exemple, on utilise Kong pour gérer notre environnement d'intégration, permet d'avoir un déploiement multibranche. Donc chaque branche est déployée et c'est Kong via Consul Service Discovery qui va savoir router, par exemple, branch name .intégration.consul va iter le déploiement de cette branche. Et donc ça nous a permis de faire du multibranche très facilement pour toutes les API. Et donc pour conclure, je pense qu'on est juste dans les temps, si on n'a pas... Très bien. Donc notre conclusion, c'est faites de l'API first avec du domain driven design. Ça vous aidera énormément pour rendre ça conceptuel pour les développeurs. C'est quoi le DDD? Voilà les API. Et ça vous permettra de faire des API de qualité qui seront stables dans le temps et qui suivront l'évolution de votre business et pas l'évolution des envies des développeurs sur un sujet. Faites une API Gateway quand vous faites des API. Ça vous permet de centraliser énormément de choses. Alors, bien sûr, il y a le single point of failure, mais ça vous amène des endroits centralisés pour les logs, pour l'observabilité, pour rate limiting, pour une énième barrière de sécurité, vous pouvez faire pas mal de choses. Pour les migrations, ça peut vous permettre de faire des choses assez subtiles sur les migrations. Et surtout, ajouter à ça un dev portal pour avoir la documentation, le dev onboarding et une dev expérience en tant que client aux petits oignons. Et ce qui est clé, c'est de se focuser sur la dev expérience, donc pour exposer des API, pour consommer des API, pour développer des plugins, pour que les gens ils soient vraiment committés dans cette transformation et que ça soit pas juste l'appli elle a besoin de telle API, on lui fait. Donc embarquez les gens sur ces projets et ça vous aidera énormément à accélérer et d'utiliser toutes les API, ça va vous ouvrir tout ce qui va être low code, no code, tous les usages que vous n'avez pas envisagés, que ce n'est pas forcément des feature teams qui vont se mettre à utiliser. Vous allez vraiment ouvrir le cœur de votre business à des usages faciles à mettre en place. Et c'est le petit moment pour les questions-réponses. Oui, quelques questions. Donc, de la part de Valérion dans le 42, est-ce que vous utilisez OpenAPI? Oui, toute la doc est faite en OpenAPI. Donc, quel outil vous utilisez pour la doc? Donc, c'est OpenAPI. Pour la doc, c'est OpenAPI. Et le Manodex, du coup, c'est Backstage. C'est un dev portail développé par Zalando, je crois. Spotify. Alors, Spotify, pardon. ouais, vous utilisez Async API? Oui, pour tout ce qui est l'événement. Donc tout ce qui va être Kafka, principalement. Ok, toujours de Valérion dans le 42. Est-ce que vous utilisez votre gateway pour générer des métriques de base par endpoint, attacher des call ID ou autres, ou au moins des correlations ID, j'imagine? On utilise Datadog pour tout ce qui est l'observabilité. Donc on a les identifiants qui sont collés tout du long. Sur la partie gateway, on génère beaucoup de métriques et ce qu'on a fait, c'est dans nos plugins, on a embarqué les libs Datadog pour générer directement nos métriques. Donc, par exemple, sur le plugin de rate limiting, on fait du rate limiting par type de trafic qu'on a réussi à taguer sur les couches supérieures, donc type SEO, SIA, bot, user. Et quand on fait du rate limiting sur ça, on a nos métriques directement générées dans Kong. Et sinon, Kong a un plugin Datadog qui nous génère toutes les métriques. Ok, là j'ai épuisé les questions sur Insight. Sur le Slack, il y a pas mal de gens qui sont inscrits. Il y a eu des questions auxquelles Bastien a répondu. J'invite effectivement toutes les personnes, puisque si vous avez des questions par rapport aux différentes sessions, posez-les sur Slack. Et comme ça, vous pourrez avoir les réponses en asynchrone, c'est parfait. Et n'oubliez pas le ROTI, hein, ça nous permettra le petit GForms, on vous a envoyé le lien pour que vous puissiez nous donner vos retours, pour qu'on puisse nous améliorer.
Et ce qui est cool, c'est qu'on est un petit peu en avance avant la mini-salle des pas perdus. Donc, on vous invite à nous rejoindre sur Slack. Et puis, éventuellement, on peut faire des sous-groupes si vous avez envie de discuter. Donc, j'invite nos speakers à répondre aux questions qui traînent. Bastien l'a déjà fait. Là, je vois, il y a une question de Pierre sur la partie PostgreSQL et PG Bouncer. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve de toute façon 4h30 à 4h30 après le tea time. Et puis merci beaucoup avec la Redoute qui enchaînera. avec la Redoute. Et puis ensuite on fera une petite table ronde qui est plutôt rectangulaire, mais vous inquiétez pas. Merci, à tout à l'heure. Merci. Merci.